Bonjour à tous. Du coup, moi, je vais vous parler de data. Du coup, on est sur une année assez particulière, l'année 2023. Globalement, pour resituer, l'analytics, c'est ce qui permet à un site internet, notamment grâce au plus connu Google Analytics, de comprendre d'où viennent ses utilisateurs, ce qu'ils font sur le site et comment ils convertissent. On est une année particulière parce qu'en 2023, on a une migration qui a été entamée par Google Analytics. Et donc, du coup, on va voir un peu ce que ça représente comme impact chez les différents annonceurs. Je devais initialement être accompagné de Céline, qui malheureusement, du coup, s'excuse, qui devait nous apporter ce regard juridique sur le RGPD. C'est très lié avec l'analytics. On va faire du coup une présentation un peu adaptée sans ce côté juridique qui peut être lourd. Encore une fois, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre après en fonction de mes compétences. Mais encore une fois, un service juridique de vos différents services sera peut-être plus adapté. On va commencer par un résumé des épisodes précédents. Ensuite, on va voir pourquoi cette année 2023 est bien chargée. Et on verra les différentes perspectives qui vont nous animer sur les prochaines années. Et on va ensuite conclure. Donc, résumé des épisodes précédents. Il faut savoir qu'avant Analytics, il y avait une vraie, globalement sur le net, il y avait une vraie collecte globale. En fait, on ne se souciait pas vraiment de la vie privée des utilisateurs. C'était globalement les cookies tiers suivaient en fait toutes nos navigations et globalement les grands comme Facebook, Google, etc. pouvaient allègrement suivre nos données, suivre nos navigations dans le but de pouvoir nous proposer un maximum de pubs ciblées et de comprendre nos intérêts pour ensuite les exploiter. En 2020, ça a un peu changé. Vous verrez, il y a un personnage qui revient souvent dans ma présentation qui s'appelle Max Schrems, qui est en fait un avocat qui s'est spécialisé sur le droit à la vie privée en ligne et qui n'a cessé en fait de manière technique en fait regarder ce qui se passait chez ces grands acteurs pour pouvoir comprendre globalement comment le respect de la vie privée de nous tous en ligne était respecté ou non. Donc en 2020, c'est lui notamment qui, après une plainte en 2018, a fait annuler ce qu'on appelle le Privacy Shield. Le Privacy Shield, c'est ce qui encadre en fait la communication des données de l'Europe vers les États-Unis et réciproquement, donc des États-Unis vers l'Europe. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, c'est toujours un peu le Far West sur la collecte de données, là où l'Europe a une vraie volonté d'encadrer ses utilisateurs et de faire en sorte que cette vie privée soit maîtrisée. Le fond du problème aussi aux États-Unis, c'est que ce qui a été sorti en fait dans ce Privacy Shield, c'est que globalement, l'État américain, s'il le souhaite, peut collecter en fait toutes les informations de toutes les sociétés américaines. Vous le connaissez mieux que moi, l'écosystème dans lequel on travaille est quand même majoritairement avec des solutions américaines. J'en ai cité ne serait-ce que deux, Meta et Google, c'est des sociétés américaines. Donc si demain, le président des États-Unis décide qu'il a besoin des données de Google Analytics, de Meta, etc., globalement, à l'heure actuelle, il peut aller se servir dans les données européennes. Donc c'est là où ça pose un vrai problème et c'est là où en fait a débuté la mise en place aussi de contrôles. Le troisième point que vous voyez, c'est mai 2020. Vous avez vu apparaître dans vos navigations ce qu'on appelle des CMP, des Cookie Management Platform. Globalement, je vous la fais courte, mais à chaque fois que vous arrivez sur un site sur lequel vous n'êtes jamais allé, logiquement, vous avez une petite pop-up ou un bandeau qui vous indique qu'on utilise les cookies, merci de dire merci, ou de refuser l'ensemble des cookies. Globalement, ça, c'était une avancée du RGPD, donc du règlement en Europe pour protéger justement la vie privée, pour du coup dire aux utilisateurs voilà ce qui est utilisé comme technologie sur le site. Donc ça c'était une avancée, mais côté annonceur ça a grincé des dents puisque du coup on ne pouvait plus collecter que quand on avait le consentement des utilisateurs et donc du coup ça réduit fortement le panel. On passe d'un 100% avant, donc du coup au début de ma frise, à des 70%. Globalement, il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question où sont passés mes utilisateurs alors que c'est juste qu'on arrête de collecter de la donnée sur ces utilisateurs-là.
Donc ça, il faut que ça soit très clair. Et en plus, on a eu, entre 2018 et 2020, on pensait que les plateformes analytics n'allaient pas être touchées. On se disait, en fait, on ne relaye pas ces informations à but publicitaire. En fait, ce qu'on fait, c'est juste des constats dans nos différentes sociétés, de se dire, tiens, j'ai eu autant de trafic qui provient de Facebook, il y a autant de conversions qui m'ont été amenées, et on ne fait que du constatatif. Sauf que la CNIL, donc en France, c'est celle qui régit le RGPD, nous a bien dit du coup que l'analytics en faisait partie, et donc du coup toutes les courbes globalement de trafic ont fini par chuter. Et après plusieurs gros coups en 2022, ce fameux outil que tout le monde utilise, qui est Universal Analytics, globalement a été mis en fait sur la CNIL du blog comme étant illégal, et l'est toujours à l'heure actuelle. Donc c'est-à-dire que l'utilisation de Google Analytics seule permettrait en fait à la CNIL de contrôler votre site internet et de dire que vous n'êtes pas en accord avec le RGPD. Donc voilà le contexte dans lequel on s'inscrit. Grosso modo, on part d'un Universal Analytics qui avait pignon sur rue, qui était un outil gratuit qui était installé sur tous les sites internet, qui du coup collectait sur 100% des utilisateurs. On a vu les courbes chuter puisqu'on a dû demander le consentement avant la collecte. Et ça a posé des problèmes dans pas mal d'entreprises. Il y a un renforcement technologique autour de la vie privée aussi. Globalement, vous avez je vous ai remis la chronologie des différents navigateurs. Grosso modo, vous avez beaucoup plus de adblockers sur nos navigations respectives. Il n'est pas rare qu'on en utilise. Globalement, c'est pour bloquer cette fameuse publicité. Et vous avez aussi des initiatives, un peu aussi pour aller à l'encontre du grand Google et du Chrome, des différents autres navigateurs. Donc Safari a coupé dès 2020 tous les cookies tiers, donc toutes ces fameuses informations qu'on a sur vous et qu'on peut trimballer d'un site à l'autre pour vous inciter à acheter tel ou tel produit. Mozilla Firefox, c'est pareil, depuis février 2021, c'est fini aussi ces trackers. Et Brave a construit son modèle totalement là-dessus, en disant que la priorité pour ses utilisateurs, c'était d'avoir une vie privée qui était entièrement respectée. Ce qui est bien, quelque part, c'est que ça a mis en avant d'autres solutions. Je vous les ai mis sur la droite de la slide. Globalement, comme Universal Analytics ne pouvait plus répondre aux besoins des différents annonceurs de voir globalement tous mes utilisateurs, d'où ils viennent et la ventilation par canal d'acquisition. Il y a d'autres outils qui étaient un peu aux oubliettes parce que c'était payant et Universal Analytics c'était gratuit, qui ont refait leur apparition. Donc en haut à gauche, vous avez le trafic avec WYSISTAT, Abla et Plausible. Ça, c'est globalement, je vais très rapidement là-dessus, mais c'est des solutions qui n'utilisent pas ces cookies tiers et qui permettent en fait d'avoir une pointeuse sur son site en se disant voilà le nombre d'utilisateurs que j'ai eu, voilà le nombre de pages qui ont été consultées et c'est tout. Et globalement, ça a été installé par pas mal de nos clients en addition avec Google Analytics pour faire ce ratio, combien de trafic j'ai perdu globalement. Vous avez les alternatives, on y reviendra plus tard, mais vous avez Matomo, Piwix, Piano Analytics désormais. L'attribution, c'est vraiment pour ceux qui se posent la question, en fait, quand vous êtes multi-levier, tiens, mon utilisateur est venu par Facebook la première fois, il est revenu par Google Ads la deuxième fois, etc., etc. Ça, l'attribution, ça vous permet justement d'y voir un peu plus clair sur le rôle de chacun de vos leviers et de vous interroger sur comment vous devez rétribuer Facebook, vos réseaux d'affiliés ou vos communications par email, etc. Et en comportement, vous avez probablement déjà entendu parler de Content Square et Clarity qui permettent justement de comprendre un peu mieux les enchaînements de pages, comment les utilisateurs naviguent sur votre site. Donc tout ça, c'est des stats qui permettaient, en tout cas à l'époque, sur 100% des utilisateurs, de savoir comment s'approprier votre site, ce qui est déjà un peu plus compliqué actuellement. La conséquence pour les annonceurs et les éditeurs, c'est que vous avez dû mettre un budget. Là où, encore une fois, j'insiste, on était sur un environnement qui était vraiment gratuit, où on n'avait vraiment pas besoin d'investir du budget, mais juste du temps pour essayer de creuser dans ces statistiques. Là, on a eu un changement de paradigme parce que, du coup, pour se mettre aux normes RGPD, on doit payer des licences pour justement avoir ces fameux bandeaux cookies qui se déclenchent et avoir la bonne mécanique derrière. Donc là, je vous ai remis Acceptio, Didomi, OneTrust, Cookiebot, qui sont vraiment les plateformes les plus utilisées, en tout cas dans notre parc client, qui permettent encore une fois de récolter le consentement de l'utilisateur et ensuite, en fonction du consentement ou non, d'envoyer les données vers les différentes plateformes.
Si vous avez fait le choix en tant qu'annonceur de partir sur en fait une solution homemade, globalement c'est aussi du temps des développeurs qui doivent du coup faire en sorte qu'ils remplissent tout le carnet des charges de la RGPD. Voilà, et il y a eu beaucoup d'allers-retours aussi avec les services juridiques pour savoir ce qu'on était capable et pas capable de faire. Donc ça a mobilisé beaucoup d'énergie en interne pour être sûr que globalement on respecte ces lois. Alors, je parlais de l'année 2023, une année bien chargée. En fait, tout le monde a dû, plus ou moins anticiper, changer de plateforme. Comme je vous le disais, Universal Analytics avait pignon sur rue, c'est l'outil Google Analytics que tout le monde utilise depuis 12 ans. Il y avait globalement la gratuité qui faisait en sorte qu'on n'avait pas à se soucier de quoi que ce soit. En revanche, comme ça a été déclaré illégal par la CNIL en 2022 et que globalement tout le monde est sommé de se mettre en conformité par rapport au RGPD, ça a été un peu du coup la course aux nouveaux outils. Il y a une migration au sein de Google Analytics, je passe rapidement, mais on passe d'Universal Analytics à Google Analytics 4, qui est une nouvelle manière de collecter. Il y a beaucoup de... Là, je vous ai mis la répartition chez nos clients qui ont fait la migration en fait, sur cet outil Google Analytics, qui ont encore fait le pari de miser sur Google, parce qu'encore une fois, c'est un outil gratuit. Mais par contre, cette migration, elle se fait, je dirais, difficilement, parce que c'est un outil qui est compliqué à prendre en main, qui est sur une méthode de collecte complètement différente d'Universal Analytics, et qui, du coup, nécessite de bien se former, de transférer tout son plan de tagage vers cette propriété GA4. Et en plus, on est face à des difficultés, qui est que Google Analytics 4 n'est pas totalement terminé, alors que Universal Analytics, son prédécesseur, va s'arrêter du coup au 1er juillet 2023. Donc grosso modo, cette année, ça a été de se dire, est-ce que je migre sur GA4 ou est-ce que du coup j'en profite pour changer de plateforme, une plateforme qui aurait été plus respectueuse du RGPD, de ce fameux contrôle. Et il y a des solutions que vous voyez à l'écran, Piano Analytics et Matomo, qui ont été mis en avant par la CNIL, encore une fois, pour justement avoir ce suivi statistique, mais un peu plus dans les règles de l'art, et pour contrer en fait le grand Google, qui est une société américaine. Et encore une fois, qui dit société américaine dit vice de forme par rapport au Privacy Shield. Ça veut dire que globalement, la donnée peut être étudiée aux États-Unis. Je vous ai mis la répartition en fait, des outils. Il y a Piano Analytics qui est en fait un outil qui de base était européen. Il y a une partie qui a été rachetée par un capital aux États-Unis, mais globalement c'est une société, une solution qui permet en fait de collecter les mêmes informations mais un peu mieux et de manière encore une fois beaucoup plus RGPD compliant. Et vous avez Matomo qui est une solution un peu un Universal Analytics bis avec, sans transfert de données aux États-Unis puisque c'est une solution européenne aussi. Donc ce qu'on a dû faire avec nos clients cette année et un peu en 2022, c'est de se poser, de se dire est-ce qu'il y a un budget? Parce qu'une licence comme Piano Analytics, on est sur 25-30 K € minimum l'année. Donc là, ça change en fonction des différentes équipes. On n'est pas capable de mettre le même niveau d'argent sur la table. Il a fallu évaluer les besoins. Est-ce que du coup on a un besoin en profondeur de data qui nécessite un outil plus qu'un autre? Un Matomo est un outil très simple, donc pour une utilisation en fait un peu réduite, il faudrait partir sur un Matomo pour permettre en fait aux équipes de consulter simplement leurs données un peu réduites pour pouvoir avancer sur la partie analyse. Et enfin, le goût du risque. Encore une fois, on va le voir dans les perspectives, mais il y a beaucoup de contrôles et globalement, si la CNIL tombe sur votre site et que vous avez Google Analytics, ça suffit pour dire que la CNIL peut déposer une plainte contre vous en disant « vous ne respectez pas le RGPD ». Donc globalement, il y a plein de clients qui se sont dit bon, je suis trop petit pour rentrer dans le radar de la CNIL, je reste sur GA4 parce que j'ai pas de budget et que je suis habitué en fait à tous les connecteurs qu'on peut faire avec Google Ads, avec toutes les technologies. Donc globalement, vous avez les plus et les moins de chacune de ces solutions, mais en 2023, il a fallu faire un choix et ce choix a forcément amené à deux choses.
L'adaptation et la formation. La formation, même si on a fait la migration vers GA4, c'est un outil complètement différent, donc il a fallu se former, ou il faut se former. Encore une fois, sur un outil que j'ai dit qui est encore un peu bancal. Il y a beaucoup de possibilités à long terme, mais il y a encore des fonctionnalités manquantes qui sont assez handicapantes pour les équipes. Par exemple, le taux de conversion n'existe pas sur GA4. Les canaux personnalisés n'existent pas sur GA4. Donc il y a encore du boulot côté Google pour vraiment nous faire migrer avec une plateforme qui, en termes de statistiques, au-delà du côté CNIL, doit encore progresser. Et puis après, vous avez l'adaptation de l'existant. Généralement, on utilise une plateforme Analytics et derrière, on se fait des beaux rapports sur un data studio qui maintenant s'appelle Looker et on transfère toutes ces informations. Sauf que si on a changé la source et que c'est plus Google Analytics, c'est plus Universal Analytics, ça doit être remplacé par GA4, ça doit être remplacé par Piano Analytics, ça doit être remplacé par Matomo. Donc il y a toute cette partie-là, la partie formation des équipes pour qu'elles retrouvent leurs bons réflexes à l'intérieur et la partie adaptation de l'existant. J'avais des statistiques, comment je fais pour les retrouver avec le nouvel outil. Petite note par rapport à Looker, si vous les utilisez, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont vu apparaître des quotas. Donc ça, c'est encore une fois, on a la sensation qu'en fait Google ne sera plus gratuit dans toute son utilisation. Là, les quotas, c'est globalement quand vous utilisez ces fameux rapports pour justement générer vos statistiques, faire une synthèse par exemple, globalement, on bloque la fluidité de l'utilisation. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, maintenant, on a des jetons, donc ça dépend du nombre de graphes, le nombre de partages, le nombre de fois où on change la donnée et qu'on regarde en fait le mois précédent comparé à l'année suivante, l'année dernière. Bah, globalement, tous ces facteurs-là font que de temps en temps, vous voyez une marque de quota. Tous les rapports que vous regardez se mettent à 0 et on a un petit message d'erreur en disant vous avez atteint votre limite de quota. Donc c'est assez désagréable et les solutions sont assez pauvres. Pour l'instant, on nous demande de passer sur Analytics 360. Pour le coup, ça vaut 150 000 € l'année. Donc encore une fois, là, c'est un peu compliqué pour certains. Vous avez moins de partage d'utilisateurs, mais bon, le but d'un reporting, c'est au contraire de le partager au plus grand nombre. Et réduire les graphes, bah, ça c'est un peu, encore une fois, antinomique par rapport à la fonction de Looker. Dans le but de justement se faire sa synthèse de rapport, il ne faudrait pas qu'il y en ait moins. Il y a une solution qui est BigQuery, je n'aurai pas l'occasion de l'évoquer là vraiment, mais c'est une solution DataWare proposée par, encore une fois, Google dans son ensemble. Mais pareil, c'est des frais de stockage et des frais d'utilisation qui vont devoir être engagés pour contourner cette partie quota. La conservation de l'historique, le dernier point à faire en 2023 avant de passer aux perspectives. La conservation de l'historique, ultra important. Grosso modo, jusqu'au 31 décembre 2023, vous avez la possibilité d'accéder à vos données Universal Analytics. Si vous collectez depuis 10 ans avec vos courbes, globalement, il faut se poser la question de est-ce que j'ai besoin de conserver ces données-là ? Est-ce que j'ai juste besoin de l'année 2022 pour faire un comparatif 2023-2022 ? Globalement, il faut se poser cette question en interne. Quelles sont les informations que j'ai besoin d'avoir en termes d'historique avant ce fameux switch de plateforme ? Encore une fois, les solutions proposées par Google sont un peu maigres. Vous avez soit, comme je vous l'affiche à l'écran, en fait, la possibilité directement dans les rapports d'exporter, soit vous faites une sauvegarde de vos Looker Data Studio en PDF, mais c'est très statique. Vous avez l'export via l'extension Google Sheet. Ça, c'est ce qui marche le mieux. Globalement, en fait, vous appelez une extension dans Google Sheet qui va vous chercher toutes les données dans Universal Analytics et qui les met sous forme de tableau. Comme ça, vous pouvez retravailler la donnée en faisant des graphes, etc. Donc ça, c'est la solution qu'on étudie avec nos clients. Et puis après, il y a d'autres clients qui sont présents dans la salle qui ont migré un peu plus tôt dans l'année 2022. Et donc, du coup, eux qui ont déjà l'historique et qui peuvent faire le fameux N-1 qui est généralement, du coup, plébiscité. Je pense notamment à nos amis par là-bas. Voilà, les perspectives. Je pense, de ce qu'on voit, il va y avoir des renforcements de contrôle. Donc je pense que la CNIL va devenir de plus en plus agressive sur ces problématiques. Je vous ai mis 3 exemples, mais il en existe d'autres.
Le premier exemple, c'est la task force dédiée au CMP. Là, il y a eu donc le RGPD, comme je vous l'ai dit, c'est européen. Il y a eu une coalition de 18 CNIL version européenne qui se sont rejoints pour travailler justement cette thématique des CMP, des Cookie Management Platform, pour s'interroger sur leur format et sur la facilité pour les internautes à refuser en fait l'utilisation des cookies. Ça a donné lieu à 13 réunions et ils ont formé un rapport qui va répondre en fait aux 100 plaintes que le fameux Max Schrems que vous voyez au centre de l'écran avait encore profilé dans les dernières années pour dire globalement on a demandé à tout le monde de mettre des cookie management platforms sur les sites, mais encore une fois c'est le Far West, tout le monde fait son format, tout le monde met ses couleurs, tout le monde met ses boutons de refus un peu cachés, etc. Il faut standardiser, donc là-dessus rien que sur le fait d'avoir une CMP en place, il risque d'y avoir des contrôles. Et ensuite, sur les deux autres, je vous ai mis deux poids lourds. Il y a Meta qui vient de payer 390 millions, justement pour l'utilisation de Facebook notamment, considéré encore une fois par la plainte de Max Schrems en 2018 qui dit que Facebook, en fait, on ne peut pas l'utiliser si on n'accepte pas globalement d'utiliser d'être sollicité sur Facebook avec de la publicité. Et pour lui, c'est un biais énorme sur le RGPD. Et donc, du coup, Meta, du coup, avait répondu en disant « Oui, mais c'est partie intégrante de notre système, on est obligé de le laisser en place ». Ce qui n'a pas plu du coup au RGPD et à la CNIL. Et donc du coup, là, on est sur une amende de 390 millions, sachant que rien qu'en 2022, ils ont déjà dû payer 800 millions. Alors ça, c'est peanuts par rapport à ce qu'ils génèrent comme chiffre d'affaires, mais globalement, c'est déjà pour vous montrer qu'en fait, on renforce cette côté sauvegarde de la vie privée en ligne. Et du coup, il y a des acteurs comme Max Schrems à l'écran qui militent pour vous. Pareil, Criteo, qui a été attaqué cette fois-ci par Privacy International, qui a déposé en fait dans 6 pays différents sur Criteo la problématique justement du ciblage. Criteo, donc pour 60 millions d'euros. Globalement, ils avaient déclaré, c'est un organisme de publicité, ils collectent de l'information, ils arrivent à faire une segmentation. Globalement, ils avaient dit que c'était anonymisé, personne n'y a cru, et donc du coup, c'est pour ça que la CNIL enquête sur cette possibilité de leur mettre une amende de 60 millions. Je vous en parle parce que du coup c'était le 16 mars, la contre-offensive de Criteo qui devait justement justifier pourquoi ils avaient besoin de maintenir ce système. On pourrait se dire aussi, super, il va y avoir une entente gouvernementale. C'est pas le cas. On nous avait annoncé en fin d'année dernière que Ursula von der Leyen et Joe Biden s'étaient un peu mis d'accord sur un nouveau Privacy Shield qui nous permettrait en fait de travailler avec toutes ces sociétés américaines dans le plus grand des calmes en se disant nos données sont safe, etc. Mais en fait là ils sont en train d'étudier son successeur, donc qui s'appelle pas Privacy Shield mais qui s'appelle Data Privacy Framework. Mais on a encore les mêmes problèmes. Globalement, c'est l'État américain, l'exécutif américain qui pourra décider s'ils ont besoin d'aller chercher la data ou pas. Il n'y a aucune mention qui est liée à la collecte de masse des informations. Et le troisième point, c'est le recours pour les Européens. Si vous vous rendez compte qu'en fait votre donnée a été consultée par l'exécutif des États-Unis, le recours est complètement insuffisant et complètement biaisé, encore une fois selon Max Schrems. Donc pour l'instant, il ne risque pas d'y avoir d'accord et de nouvelles lois qui nous encadrent là-dessus. Je vous parlais des initiatives, donc dans les perspectives, je vous parlais aussi avant de toutes les prises d'initiative de la part des autres navigateurs de couper leurs fameux cookies tiers pour faire en sorte qu'il y ait moins de publicité sur le web. Sachez que Google a lancé une grande opération open source, donc disponible pour tous, qui s'appelle la Privacy Sandbox. Le but, c'est de travailler avec les développeurs et les acteurs du web pour faire disparaître sur ce fameux Google, donc sur Chrome, tous les cookies tiers comme en fait les autres navigateurs. Sauf qu'ils ont une approche qui est pas de dire on va arrêter la publicité, parce que si on arrête la publicité, globalement le contenu gratuit va
va disparaître. En tout cas, ça sera beaucoup plus compliqué. Il faut qu'on puisse maintenir la privacy de nos différents utilisateurs tout en maintenant un écosystème du coup, de publicité qui puisse tenir la route et nourrir du coup, les différents annonceurs avec du trafic qualifié. Initialement, ça devait être en 2022. Ensuite, on nous a dit en 2023. Et maintenant, on parle de premier quarter 2024. Et il y a plusieurs projets qui ont été déjà abandonnés. Le programme FLoC, Federated Learning of Cohorts, le but c'était de faire fonctionner de l'IA sur Chrome, de globalement faire des simulations de typologie de clients. Donc là, on n'est plus sur l'individu, mais on est sur le groupe. Et que globalement, on pouvait présenter les publicités à tel groupe qui était plus ou moins chaud sur l'achat. Voilà. Bon, après, ça a été démonté par notamment les différents navigateurs qu'on a vus avant, mais aussi d'autres acteurs de publicité qui se disent en fait on remet tout dans les mains de Google, c'est de l'IA qui nous dit bah, c'est ce mec là que tu dois aller voir pour vendre, et ça paraissait très opaque. Le système qui est retenu pour l'instant, c'est Topics. Topics, c'est quoi? C'est globalement, on va du coup mettre en place, vous allez juste être identifié sur votre appareil et ça va être uniquement, vous allez être en fait catégorisé sur 5 thèmes. Uniquement 5 thèmes. On a dans Topics, il est proposé en fait 350 thèmes, par exemple sport, voiture, etc., etc. Ce système-là va en fait venir se changer toutes les 3 semaines pour pouvoir proposer aux annonceurs en fait plus les sujets sur lesquels vous êtes actuellement actif en fonction de votre navigation. Ça, c'est une des... donc ça s'appelle Topic. Ce qui est cool, c'est que globalement, sur son navigateur, on pourra regarder les topics qui sont affichés pour nous. On pourra les désélectionner, etc. Et il n'y aura pas de sujets sensibles comme la religion et ce genre de sujets qui ne méritent pas qu'on sache à quoi on appartient. Voilà. C'est encore critiqué par le milieu de la publicité, qui se dit globalement, en fait, on va avoir accès à 3 thèmes qui datent généralement d'une semaine ou 2. Par exemple, si on prend l'idée de quelqu'un qui est intéressé par acheter un vélo, s'il a déjà fait l'achat il y a 1 semaine ou 2, globalement, on va encore lui proposer au publicitaire le thème vélo, alors que l'utilisateur sera déjà passé à l'achat. Donc c'est encore perfectible, mais globalement, Google utilise l'open source pour essayer de trouver des bonnes solutions là-dessus. Je vous passe rapidement aussi, je pense qu'un des énormes défis qu'on aura avec nos clients en fin 2023 et début 2024, c'est la mise en place d'un TMS server-side. Sans vouloir trop rentrer dans le technique, à l'heure actuelle, quand vous mettez en place un tracking, vous envoyez directement l'information à Facebook, à Google Ads. Le but d'un server-side, c'est de mettre une étape intermédiaire et d'envoyer d'abord à un serveur et ensuite seulement de faire communiquer ce serveur avec les différentes autres serveurs que peut être celui de Facebook ou celui de Google Ads, etc., etc. Pourquoi c'est une solution d'avenir? Parce que c'est une manière d'utiliser vos first party cookies. Donc là, désolé, je rentre un peu dans le détail, mais c'est globalement les données que vous avez sur votre site internet. Vous allez pouvoir les envoyer vers votre serveur pour décider à qui vous allez les envoyer. Ça, c'est fait une différence monumentale sur ce qui existe à l'heure actuelle. C'est-à-dire que on ne pourra plus être bloqué dans ce système-là. Tout va transiter par notre GTM server-side. Ça permet en fait d'être plus rapide pour le site. Vous envoyez tout votre lot de données directement à un seul endroit et ensuite seulement vous l'envoyez à tous ceux qui en ont besoin. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça a été ultra mis en avant par Meta et par Google Ads. Globalement, pourquoi? Parce que vous avez le protocole de Safari, le protocole ITP, qui globalement bloquait la durée de vie des cookies. Il a fallu trouver une solution. Globalement, toutes les campagnes Facebook, dont certains sont dépendants ici du trafic, en fait, avaient une durée de vie de cookies sur Safari d'une semaine. En gros, ça veut dire que si l'utilisateur vous a vu la première semaine et qu'il revient la deuxième, il est considéré comme nouvel utilisateur sur votre site. Pour faire du retargeting via Facebook, etc., pour essayer de maximiser les performances, c'était très compliqué. Avec le server-side, c'est désormais possible de contourner ce problème. Vous avez également Google Ads qui s'y met pour pouvoir utiliser encore une fois les first party cookies
pour justement nourrir les algorithmes et faire en sorte que les publicités soient toujours aussi pertinentes. Je finis, parce que je pense que je suis un peu à la bourre, sur la partie vers un marketing contextuel. On va supprimer les cookies tiers. Ça, de toute façon, c'est qu'une question de temps et d'adaptation. Il va falloir se réadapter à un marketing qui, du coup, sera moins porté sur l'historique de navigation de chaque individu, mais vraiment sur son expérience. Il y a plusieurs possibilités, comme je le disais, de se préparer à ça. C'est investir dans ces cookies tiers. Encore une fois, la technologie server-side sert très bien cette fonctionnalité. C'est-à-dire, quelles sont les données que j'ai à disposition et quelles sont les données que j'ai envie d'envoyer à Google et à Meta. Utiliser l'IA, là on est en plein dedans, Google est en train de le faire aussi, il en a inséré partout dans GA4, il y en a également avec la technologie Signal, mais on n'aura pas le temps de développer là-dessus. Optimiser son inbound marketing, ça reprend en fait l'ensemble des conférences qui ont été faites avant avec le SEO et l'édito, faire en sorte que vous soyez les plus intéressants en fait sur la parole, sur ce que vous avez à dire, pour faire en sorte que les utilisateurs vous trouvent et décident de venir sur votre site. Et en fait, gérer aussi plus efficacement le contexte. Ça, je vous l'ai mis parce qu'on voit chez certains clients l'utilisation, encore une fois, des cookies prioritaires, donc les first party cookies, qui permettent, en fait, une fois qu'un utilisateur est logué, vous avez ces informations et vous savez ce qu'il avait commandé la dernière fois. Globalement, pourquoi pas les utiliser pour faire une approche personnalisée, changer en fait la navigation du site pour faire en sorte que globalement on sache que Martin Champetier était déjà venu, il avait acheté je sais pas une ponceuse, du coup naturellement sur les autres produits recommandés, on va lui proposer des produits annexes, etc. Et je finis sur le dernier exemple du New York Times qui a enlevé en fait toute la partie publicité sur son site. C'est un exemple que je trouvais intéressant. Alors ils ont quelque chose que nous on n'a pas tous. Ils ont 6 millions d'abonnés et ils ont un trafic qui est monstrueux par jour. Et globalement ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit en fait on enlève tous les trackers publicitaires. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire à notre sauce. On va répartir tous nos abonnés et les gens qui visitent notre site en 35 catégories et on proposera en fonction de ces 35 catégories qui reprennent un peu l'âge, les différences historiques, est-ce que c'était plus sur de la finance, est-ce que c'était plus sur de l'économie, etc. Et on va s'arrêter là et on va proposer en fait à aux gens qui ont besoin de faire de la pub sur notre site ces 35 segments et ils devront s'adapter pour faire en sorte que du coup il y ait un contenu qui leur plaise et que ça génère un clic pour être redirigé. Donc ça, c'était une initiative qui était prise en 2020 et qui couronnait de succès déjà en 2022. La conclusion, vous l'aurez compris, en fait, on passe vraiment d'un état où on était vraiment sur du 100% gratuit avec de la collecte un peu Far West où on pouvait globalement tout collecter. On sent que ça se resserre, que la priorité est maintenant plus à la vie privée en ligne et à son respect, avec notamment le RGPD qui est venu bousculer un peu notre écosystème. Va falloir être patient, il y a encore des choses qui vont se mettre en place, il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas un outil qui répond à toutes ces considérations. Encore une fois, que soit sur le besoin d'analyse, sur le budget qu'on peut déployer et sur ce risque RGPD. Il va falloir s'adapter aux nouveaux changements avec agilité, être curieux, activer aussi sa veille sur les différents outils qui sont à disposition parce que par exemple, si je reviens sur les outils de log, globalement, on a dû l'apprendre à chacun de nos clients, alors que c'est une technologie qui pourrait justement être bien complémentaire des outils d'analytics. Donc il va falloir, voilà, la conclusion, c'est on est dans un gros virage qui a commencé, je dirais, il y a 6 ans. On ne sait pas trop où on va. En tout cas, on sait qu'on va supprimer les cookies tiers, qu'il va falloir maintenir de la performance chez chacun d'entre vous pour justifier des chiffres, des budgets, etc. Et il va falloir s'aider des meilleurs outils. Mais les meilleurs outils de votre voisin ne sont pas forcément les vôtres, donc il va falloir être curieux. Voilà, merci à tous.